La canne à sucre a été implantée à La Réunion dès le début de la colonisation. Mais au départ, les habitants ne faisaient que de l'arak, c'est-à-dire une boisson fermentée, ancêtre du rhum. Et la canne s'est imposée dans le paysage économique réunionnais à partir de la fin du XVIIIe siècle, dernières années du XVIIIe siècle. Et elle a pris un essor fantastique à partir des années 1815, pour deux raisons. Première raison, Saint-Domingue, qui était une colonie française, produisait 70% de la production mondiale de sucre. Et Saint-Domingue devient indépendante en 1804. La France n'a plus de producteurs de sucre. D'autant plus que le deuxième producteur de sucre de la France, c'était Maurice. Or, les Anglais s'emparent de Maurice en 1810 et ne rendent pas Maurice. Donc, la France perd ses deux principaux pourvoyeurs de sucre. Troisième événement important, climatique celui-là, c'est que 1807-1808, je crois, deux cyclones ravagent la Réunion et détruisent toutes les plantations de café, qui a fait la fortune de la Réunion pendant un siècle. Et plutôt que de replanter les caféiers, qui prennent 5 ans pour grandir et pour produire, ils ont préféré faire de la canne. Parce que la canne, le débouché est immense. Le débouché du café est très, très réduit. Avec le sucre, au contraire, les débouchés sont immenses parce que toute l'industrie sucrière, plutôt une grande partie de l'industrie sucrière, alimente l'industrie agroalimentaire. Production de confitures, de boissons, etc., de spiritueux, etc. Donc c'est la raison pour laquelle les planteurs de café se sont reconvertis en producteurs de canne. Ce qui est important de comprendre, c'est la façon dont la canne a été cultivée. Elle a été cultivée sous une organisation technico-économique qu'on appelle l'économie des plantations, qui se caractérise par un certain nombre de caractères. Premier caractère, toutes les terres, ou la quasi-totalité des terres cultivables, sont en grand domaine appartenant à quelques familles. Ces familles consacrent ces terres à la production d'une plante ou de deux plantes. Au Vietnam, c'était le caoutchouc. À La Réunion, c'était la canne à sucre, parce que les débouchés étaient immenses. Troisième caractéristique, la production de sucre est exportée intégralement. Et La Réunion doit donc importer tout ce qu'il faut pour s'alimenter. Quatrième ou troisième élément, la main-d'œuvre est durement exploitée. Ce sont d'abord des esclaves qui ne sont payés qu'en nature, on leur donne de la nourriture, de mauvais vêtements, ils ne sont pas logés, enfin dans les cabanes, ils n'ont pas d'argent, on ne les paye pas encore. Ceux qui les ont remplacés après l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire les engagés, ils reçoivent une petite somme d'argent, mais très très peu. Ils vivent des conditions qui sont très similaires à celles des esclaves, mais ne sont pas les esclaves. Ce qui signifie que, puisque esclaves et engagés n'ont pas de revenus monétaires, le marché n'existe pas. Il n'y a aucune demande qui s'exprime sur le marché. Et si le marché n'existe pas, si une demande sur le marché n'existe pas, il n'y a pas d'offre non plus. Donc, ça signifie que les planteurs ne vont pas investir leurs profits pour produire des produits industriels. Ça ne sert à rien, ils ne peuvent pas les vendre. Voilà. Donc, il n'y a pas d'industrie. Autre caractéristique, puisqu'on ne fait que de la canne, que fait la population? Elle coupe la canne. Ça ne sert à rien d'aller à l'école, puisque toute la vie, on coupe la canne. Donc, pour les colons, inutile de construire des écoles, et pour ceux qui pourraient aller à l'école, ils n'y vont pas non plus. Pourquoi faire aller à l'école si toute la perspective de vie, c'est de couper de la canne? Donc, pas d'industrie, monoculture de la canne, illettrisme généralisé, pauvreté de masse. On a toutes les caractéristiques du sous-développement. Et c'est donc bien l'organisation socio-économique qui explique le sous-développement. Je dis ça, pourquoi? Parce que pratiquement tout le monde ici croit que le sous-développement
provenait du fait que l'île est petite, qu'elle est montagneuse, qu'il y a plein de ravines, qu'elle est éloignée de tout, qu'il y a des cyclones. Je ne dis pas que ces facteurs n'interfèrent pas. Je dis que ce sont des facteurs aggravants, mais que les causes essentielles se trouvent dans l'organisation technico-économique de la culture de la canne. Cette organisation économique, si vous voulez, d'abord a été fondée sur les esclaves, sur le travail des esclaves, puis sur celui des engagés. Et lorsque les engagés ont été rapatriés à partir de 1882, ils voulaient repartir presque tous. Les planteurs ont été étranglés parce qu'il n'y avait plus de main-d'œuvre pour couper la canne. Donc ils ont proposé à quelques engagés de rester en leur affectant des lopins de terre de 1 hectare et de changer leurs conditions sociales d'engagés qui s'étaient en colons partiaires. Le colonnage partiaire est une sorte de métayage, c'est-à-dire que la récolte est partagée par proportion, un pourcentage pour le propriétaire foncier et un pourcentage de la production pour le métayer. Mais à la différence du métayage, le colon partiaire n'est pas le directeur de son exploitation. Ça veut dire que le métayer peut produire ce qu'il veut. Le colon partiaire, non. Et le colonnage partiaire a été imposé aux engagés parce que si on avait mis en place le métayage, les métayers auraient produit ce qu'ils voulaient. Les usines sucrières ont été privées de canne. Voilà pourquoi ce sont le colonnage partiaire qui a remplacé le système de l'engagisme. Et ce système de colonnage partiaire a perduré jusqu'au milieu de 1960. Et là, il y a eu un basculement fondamental qui a transformé de fond en comble l'économie de la Réunion. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1960, je viens de le dire, les travailleurs, les colons partiaires, vivent dans une misère noire. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de revenus, vivent dans une misère, mais effroyable. En même temps, la canne, l'industrie sucrière entre en crise pour la raison essentielle que le prix du sucre, qui détermine donc le prix de la canne, le prix du sucre est fixé à Bruxelles. Or, Bruxelles, ce que veut Bruxelles, c'est que le prix du sucre évolue faiblement. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le sucre est la matière première essentielle de l'industrie agroalimentaire. Et que si on veut que l'industrie agroalimentaire produise ses produits à faible prix, il faut donc que l'évolution du prix du sucre soit faible. À La Réunion, depuis 1950, le SMIC représente seulement 70% du SMIC français, et donc en retard. Et l'État décide à ce moment-là un rattrapage du SMIC. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le prix du sucre évolue à la hausse très faiblement, mais le SMIC, lui, augmente très rapidement, ce qui écrase les rentes, ce qui écrase les profits. C'est la crise du sucre, la crise de l'économie sucrière. Les propriétaires des champs de canne, les propriétaires d'usines sont étranglés. Ils demandent à l'État de les aider. Aidez-nous, sinon on est mort. L'État dit, OK, on va vous aider à 2 conditions. Vous allez concentrer les usines, éliminer donc les petites usines qui ne sont pas rentables, et donc progressivement en éliminant ces usines-là, vous allez pouvoir moderniser les usines que vous gardez. Et aujourd'hui, donc, il reste 2 usines seulement à La Réunion. C'est de Bois-Rouge et c'est du Gol. Alors qu'en 1946, il reste encore 13 usines en 1946. Donc, concentration des usines sucrières. Deuxième élément, l'État dit aux planteurs, vous allez vendre toutes vos terres. On avait donc des complexes agro-industriels. Vous allez donc vendre vos terres. Et on va créer, nous, l'État, une société qui s'appelle la SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
La SAFER va donc racheter les terres, ce qui va permettre aux propriétaires des terres de tirer de l'argent liquide qui était englué dans la terre, dont ils ne pouvaient pas se servir, et cet argent-là, qui va provenir de la vente du sol, va être réinvesti dans les nouveaux secteurs porteurs, notamment le commerce. Okay? Voilà pourquoi je dis que cette réforme foncière est absolument fondamentale. La SAFER, que fait-elle des terres? Une fois qu'elle les a achetées, elle va vouloir les découper en lots plus grands. Les lots avant que cultivaient les colons parcières faisaient 1 hectare et demi, maximum 2 hectares. Le modèle de la SAFER, c'est 5 hectares. Donc si on passe de 1 hectare à 5 hectares, ça veut dire qu'on va éliminer, qu'on va prolétariser un très grand nombre de colons parcières qui vont, comme sans instruction, ils vont être au chômage, forcément. On va donc créer une nouvelle agriculture fondée sur le paysanat indépendant. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les paysans deviennent propriétaires des terres. Ils ont racheté ces terres-là avec les crédits que le crédit agricole leur a prêtés. Ils rachètent les terres, mais il va falloir bien sûr qu'ils remboursent l'argent. Ils rachètent les terres, ils deviennent propriétaires. Mais alors à ce moment-là, ça signifie qu'ils peuvent aussi produire tout ce qu'ils veulent. Le crédit agricole leur dit, vous allez quand même continuer à produire de la canne pendant au moins une dizaine d'années. Pourquoi il fait ça, le crédit agricole? Parce qu'il veut être sûr de pouvoir être remboursé. Voilà pourquoi il fait ça. Donc il va falloir attendre, après le rachat des terres par les colons, il va falloir attendre une dizaine d'années avant que ces nouveaux propriétaires deviennent totalement indépendants. D'accord? Ce modèle social, ce nouveau modèle d'agriculture, c'est donc un modèle essentiellement social. Parce qu'on n'a pas voulu mettre au chômage tout le monde. On aurait pu créer ici des grandes plantations de 20 hectares, 50 hectares. Il y a de la place pour faire ça. On ne l'a pas fait, parce qu'on n'a pas voulu mettre au chômage tout le monde. Donc on a fait un modèle social. Mais ce modèle social n'est pas rentable. Il n'est pas rentable. Et aujourd'hui, une bonne proportion des revenus des planteurs proviennent, vous le savez, des subventions. Entre 50 et 70% des revenus des planteurs proviennent des subventions d'État. Donc c'est absolument pas rentable. Voilà donc ce qui s'est passé avec la canne et le sucre, la crise de la canne et du sucre, et maintenant le fait que les planteurs peuvent produire autre chose que de la canne, c'est important. Parce que sur environ, pratiquement sur toutes les plantations de canne, les planteurs, les propriétaires réservent 10%, 12% de leurs terres pour cultiver des produits alimentaires. Et ce sont ces produits alimentaires qui ont permis progressivement d'assurer une certaine indépendance, au moins sur certains produits, sur les marchés locaux. On est devenu relativement indépendant sur quelques produits alimentaires, quelques légumes, etc., etc. Bon, on continue à importer tous les produits comme les carottes, les oignons, etc., mais sur d'autres produits, La Réunion est redevenue indépendant de ce point de vue-là. La canne, ces producteurs de canne ont aussi un deuxième rôle important, c'est que vis-à-vis de l'élevage, les veaux naissent dans les hauts d'abord, mais ils grandissent ensuite, on les descend en bas et on les nourrit avec la bagasse. Donc les plantations de canne ont aussi donc un rôle dans l'élevage. Ils ont aussi un rôle en alimentant les industries agroalimentaires ici, un certain nombre de producteurs de conserves ici, comme RBI par exemple, s'alimentent, sont approvisionnés par ces planteurs-là. Alors, on a vu que la canne servait à faire de l'arak, maintenant du rhum, elle sert à produire du sucre, elle a été
un facteur de diversification des cultures maraîchères, mais elle sert aussi à faire l'électricité. Et la production d'électricité à partir d'un sous-produit de la canne, à savoir la bagasse, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps à La Réunion. Mais avec le développement économique, la production d'électricité à partir de la bagasse ne suffisait plus du tout. C'est la raison pour laquelle il y a eu un plan important pour produire de l'électricité à partir des centrales hydroélectriques. Donc la métropole, EDF, a construit plusieurs centrales hydroélectriques ici, 3 ou 4. Mais ces centrales hydroélectriques ont pu assurer pendant 5-6 ans l'indépendance énergétique de La Réunion, mais la consommation d'électricité a explosé avec le développement économique et surtout l'expansion démographique de La Réunion, donc ça ne suffisait plus. C'est la raison pour laquelle on a tenté d'utiliser la canne pour faire davantage d'électricité. Et il y a eu une invention tout à fait extraordinaire, la seule au monde, enfin la première qui a été faite dans le monde à La Réunion, c'est d'utiliser des centrales fonctionnant sur la bagasse et le charbon. C'était fait pour la première fois à La Réunion. D'ailleurs, c'était fait, si mes souvenirs sont exacts, par un Vietnamien qui travaillait. Bon, voilà, je le mentionne parce que, bon, je suis vietnamien aussi. Alors, et cette technique-là a été exportée un peu partout dans le monde. À un certain moment, on a voulu basculer vers l'indépendance totale énergétique, c'est-à-dire se débarrasser de la dépendance par rapport au pétrole et la dépendance par rapport au charbon qu'on continuait d'importer à La Réunion pour produire de l'électricité lorsque la saison de canne était terminée. Et donc, c'est à ce moment-là que la SIDEC, la séchilienne SIDEC, qui était la société qui produisait ici l'électricité à partir charbon bagasse, a changé de nom. Il s'appelait Albioma, ce qui veut dire biomasse, pour bien montrer la conversion vers le tout biomasse. Et c'est donc Albioma qui, pendant un certain nombre d'années, a pu assurer 12, 15, 20% de l'électricité à La Réunion. Et un nouveau plan a été créé pour passer La Réunion à l'indépendance énergétique totale. Et donc, se débarrasser des importations de charbon et de pétrole pour produire de l'électricité. Et utiliser uniquement la biomasse avec 3 sources. 1, la bagasse. 2, le bois qu'on récupère, les palettes qu'on récupère, qu'on va casser, etc. Et 3, le bois. Mais ça ne suffira pas. Donc on va aussi importer de la biomasse des autres pays qu'on va stocker ici au port, là, dans les bulles que vous voyez. Là, il y a 3 ou 4 bulles, là, dômes, qu'on appelle ça des dômes. Et c'est là-dedans qu'on stocke la biomasse qu'on importe. Voilà. Et Albioma, pour passer de la combinaison charbon-bagasse au total bagasse, il va falloir qu'elle investisse beaucoup, d'abord dans la construction des dômes, qu'elle change beaucoup de choses dont on ne va pas parler ici, mais ça nécessite des investissements très importants. Bon, la question se pose à l'heure actuelle de savoir quel peut être l'avenir de la canne à La Réunion. Il y a d'abord un problème social, donc économique. C'est que si on élimine la canne, on va mettre au chômage entre 18 000 et 12 000 personnes. Les planteurs, les transporteurs, etc. Il y a donc un problème social, il va falloir recaser ces gens-là. Est-ce qu'il faut conserver la canne totalement, si on ne veut pas mettre au chômage ces personnes-là? Est-ce qu'il faut conserver la canne? On vient de le savoir, on vient de le dire, l'indépendance énergétique dépend pour une bonne part
de la biomasse, donc de la mélasse, donc de la canne. Il faudrait donc continuer à produire de la canne. Sinon, si on se débarrasse de la canne, il va falloir importer davantage de biomasse. Je ne vois pas bien la cohérence de ça. D'autant plus que je dis aussi que la canne est quelque chose d'important par rapport à la diversification de l'économie, puisqu'elle permet aux producteurs de canne de produire des produits maraîchers, de contribuer à l'élevage. Il y a tout ça aussi qu'il faut considérer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réformer la canne. Je dis que cette réforme de la canne doit être envisagée sur un long terme, en restructurant de deux façons les exploitations de canne, à en faire un modèle économique qui soit rentable, parce qu'avec des exploitations de 5 hectares, je l'ai dit, ce n'est pas rentable. Il va falloir faire des exploitations de davantage d'hectares, 15, 20 hectares, pour abaisser les coûts de production. Je pense aussi que si on veut conserver tout ça, et puisque je pense aussi que la canne est importante, il faut réduire l'espace cannier. Mais à ce moment-là, ça implique qu'il faut augmenter le rendement des terrains. Voilà, tout ça, c'est le chantier sur lequel il faudrait que agronomes étudient la question, les agronomes étudient la question, comment augmenter le rendement des terres en canne pour pouvoir réduire la superficie, consacrer davantage de terres à produire autre chose, continuer toutefois à produire de la bagasse pour alimenter les usines. C'est un problème à la fois technique qui concerne les ingénieurs agro, les économistes, les sociaux, les politiques. Voilà l'équation. Elle est difficile à résoudre, mais si on s'y attelle, et si on a le courage politique de le faire, en une dizaine d'années, on peut le faire.